Beaucoup d'entre nous overclock ou souhaitent overclocker leur PC pour tirer le maximum des performances de celui-ci. Mais est-ce que le gain de tout ça est vraiment intéressant pour un utilisateur classique? Eh bien c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et si cette vidéo semble être étrangement proche de celle que Ryan a fait il y a quelques temps, eh ben c'est normal parce qu'on parle des mêmes sujets. Et j'ai fait en sorte que cette vidéo soit plutôt complémentaire par rapport à la sienne. Donc voilà, c'était juste pour mettre ça au clair au cas où. Dans l'imaginaire collectif, l'overclocking ou l'OC est un moyen de gagner assez facilement en puissance sur votre PC et d'arriver à un tiers de performance supérieure tout en ne dépensant pas plus d'argent. Ce qui présenté comme ça est une offre que l'on ne peut forcément pas refuser. Et honnêtement vendu comme ça, eh ben moi aussi j'ai. Mais en réalité c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. 1. Le CPU. Je sais pas si vous le savez mais tous les CPU ne sont pas créés égaux. Certains vont être très bons pour l'overclocking et d'autres vont simplement être des patates chaudes. Ce qui est la plupart du temps le cas pour nos CPU. Et tout ça c'est principalement dû à la qualité de gravure et aux petits défauts qui viennent se glisser dans les CPU au moment de leur conception. C'est ce qu'on appelle plus généralement la silicon loterie. Silicon parce que c'est avec ça qu'on produit les processeurs et loterie parce que vous avez assez peu de chances de tomber sur le gros lot. Donc la majorité d'entre nous vont avoir des puces qui sont OK tiers. 2. La chauffe. En poussant votre processeur plus loin, vous allez forcément plus stresser les composants qui sont à l'intérieur et aussi leur donner plus de tension pour que ce soit stable. Et donc par conséquent, tout ça, ça va créer de la chauffe et rendre plus difficile à refroidir votre CPU. Il faut donc s'assurer d'avoir quelque chose qui est au minimum capable d'encaisser le surplus de chaleur et pouvoir le dissiper correctement. Sans viser trop haut non plus, ni trop bas, parce que sinon vous risquez de devenir sourd. 3. La stabilité. L'overclocking, c'est aussi jouer un petit peu avec la stabilité de son PC. On va chercher toujours à être à la limite entre la stabilité et l'instabilité pour avoir les meilleurs résultats. Le meilleur résultat étant le plus de fréquence pour le moins de tension possible. Entrer les paramètres prédéfinis d'un collègue qui a la même configuration que vous ou booter sur Windows n'est absolument pas un gage d'avoir un système stable. Comme on l'a dit il y a quelques instants, chaque CPU de la même référence peut avoir des performances différentes en fonction de sa qualité. Et lancer un ou deux bench gourmands comme ça rapidement sur votre système ne va pas forcément assurer la stabilité de celui-ci. En tout cas, ça ne peut pas assurer que ce soit stable absolument dans tous les cas. L'overclocking est un processus qui prend au minimum quelques jours et au plus quelques semaines pour vraiment valider votre résultat. Il est d'ailleurs fort probable qu'un jour vous ayez un blue screen suite à une tâche que vous faites relativement rarement. Il faudra donc simplement réadapter votre OC pour qu'elle prenne en compte cette tâche-là et être stable dans plus de cas. Donc vous l'aurez compris, l'overclocking n'est pas une recette magique qui va vous permettre de gagner en quelques clics des dizaines de FPS en plus ou encore des minutes en moins sur votre temps de rendu. Ou soit c'est pour activer le PBO d'AMD qui est la meilleure solution sur le marché actuellement, qui n'est pas non plus parfaite et qui ne sera pas vraiment équivalente à un OC fait aux petits oignons pour votre utilisation. Mais bon, ça reste quand même meilleur qu'un OC au pif, ça on est bien d'accord. Bon, maintenant qu'on a bien parlé de ce qu'était un OC et de ses contraintes, je vous propose d'aller voir un petit peu les différences que ça fait en jeu, à la fois sur des CPU Intel, mais aussi sur des CPU AMD. Je n'ai bien sûr pas testé tous les CPU récents, mais on en a suffisamment pour en dégager une tendance qui pourra être vraie dans la plupart des cas. Et vous pourriez peut-être même être surpris du résultat en fonction des idées reçues que vous avez. On commence avec le jeu Assassin's Creed Valhalla, un jeu plutôt contemplatif avec des données tirées de différents tests dans différentes configurations. C'est pour ça qu'on a une si grande différence entre AMD et Intel, mais dans notre cas, ce n'est pas très grave car on cherche à mesurer simplement la différence entre OC et non OC d'une même puce. Je vous ai d'ailleurs fait des groupes de couleurs dans un ordre bien spécifique, histoire que vous puissiez vous y retrouver facilement. Enfin bref, nos tests montrent ici que les bénéfices en OC sont assez peu visibles sur ce jeu avec ces CPU là. La plus grosse valeur étant celle du 10850K qui est la seule qui diverge vraiment de. Si on compare les pourcentages, on s'aperçoit que sur la majorité des CPU, on a une différence qui est infime, plutôt de l'ordre d'une marge d'erreur qu'une réelle différence. Pour notre 10850K, on a pu tout de même observer une différence de plus de 5%, ce qui est pas mal pour un OC CPU. Continuons avec CSGO, un jeu beaucoup plus e-sport et dynamique qui est bien connu pour avoir des performances très influencées par le processeur. Ici, pareil que sur les benches précédents et sur tous les autres, la configuration est différente, etc., etc. Dans ces jeux-là, il y a une petite différence notable entre OC et non OC, mais c'est de l'ordre de quelques dizaines de FPS maximum sur des centaines de FPS de base, ce qui rend tout de suite la chose moins impressionnante quand on passe de différence à pourcentage. Ici, notre plus grande différence étant avec le 3600 suivi du 10854, ce qui correspond bien à nos overclocks, le 3600 étant bien plus poussé en fréquence par rapport à celle de base, suivi du 10854. Donc encore une fois, relativement peu de performance sur l'ensemble des prix. Prenons maintenant Cyberpunk, un jeu très gourmand et mal optimisé. On constate ici le même phénomène que sur Valhalla, les résultats sont presque identiques avec un maximum de 2 FPS de différence. Et ça se confirme quand on voit les différences OC et non OC, on trouve plus ou moins autour des 1% de différence. On finit avec Shadow of the Tomb Raider pour nous donner un jeu contemplatif mais plus dynamique au niveau FPS que Valhalla
ou Cyberpunk. Là encore une fois, tout se joue dans un mouchoir de poche et on a même une perte de performance pour le 5600X dû à la marge d'erreur, mais qui montre à quel point ces résultats sont similaires. Si on passe du côté des pourcents, rien de bien excitant là non plus, la plus grosse différence est seulement de 2%. Donc rien de bien flamboyant avec nos OC, même si parfois sur certaines puces, l'overclocking est quand même assez conséquent pour des CPU modernes. Passons maintenant à l'OC de productivité, histoire de voir si ça vaut le coup. Parce que bon, c'est pas avec 1% par ici et 3% par là qu'on a retrouvé sur le jeu qu'un overclock va vraiment nous impressionner. Sur le benchmark Classroom du Blender Open Data, on peut savoir que les tâches lourdes et longues, l'overclock faisait quand même bien son effet, avec des marges qui sont parfois même assez impressionnantes. Attention par contre au processeur Intel, la différence est un petit peu biaisée par le fait que le power limit à 125 watts se déclenche au bout d'une minute, rendant la puce un peu plus lente que ce qu'elle n'est vraiment. Du côté des pourcentages, on voit quand même que ça fait du bien, avec une dizaine de pourcents gagnés pour la plupart des CPU, seulement le 5600X n'a que 4% de différent, ce qui est relativement peu. On passe ensuite à Handbrake pour un petit peu d'encodage de vidéo 4K. Attention, ici par contre, la vidéo n'est pas la même sur les processeurs Intel que AMD. Donc ne comparez pas les benchmarks de Intel et AMD parce qu'ils n'ont rien à voir. Ici, encore une fois, de belles différences entre les deux résultats sont à répertorier. Et la différence en pourcent est assez impressionnante avec un minimum de 10%, voire 20% grand maximum avec Intel et ses petites histoires de power limit. On clôture ces benchmarks productivité avec Cinebench où les scores en multicore s'améliorent bien partout dans une proportion qui est à peu près similaire à ce qu'on a pu voir sur les autres tests. Un petit passage au niveau du pourcent nous montre qu'on a tout de même de belles différences, mais pas tant que ça non plus, avec une moyenne de 8% de performance gagnée sur tous les CPU. Comme on a pu le voir ensemble, l'overclocking n'est pas toujours un gain de performance important. Et dans les jeux vidéo, il est pratiquement même insignifiant, où la plus grosse différence qu'on ait vue, c'est sur Assassin's Creed Valhalla avec un 5% de différence, qui est pour moi vraiment plus un coup de chance que vraiment autre chose. Le reste du temps, c'est très négligeable et ne justifie pas vraiment de prendre le temps de faire un overclocking dans ce scénario-là. En tout cas, la moyenne finale de tous ces CPU dans le scénario jeu était une différence de 1,64%. Donc au global, pas une différence qui va réellement pouvoir être ressentie. Par contre, dans le cas de la productivité, on gagne ici un plus confortable 11,2% en moyenne sur tous les CPU. Et ces 11%, ça fait quand même du bien si jamais vous utilisez votre machine en tant que professionnel. Dans ce sens-là, du coup, c'est plutôt rentable d'overclocker son CPU, mais à condition de savoir le faire ou d'être accompagné de quelqu'un qui sait lui-même le faire pour éviter d'être bloqué dans la procédure une fois que vous avez enclenché les choses. Mais ça, on en reparle plus tard. Sinon, si c'est pour gagner quelques minutes 3 fois par mois, eh ben ça vaut pas vraiment le coup de s'embêter pour ça. On aurait dit 20-30% là, oui forcément, là il y a un attrait pour overclocker, même si vous faites ça que de temps en temps, mais là à 10%, ben, c'est beaucoup moins intéressant. C'est vraiment dans des tâches récurrentes et gourmandes que l'OC va vraiment avoir le plus d'intérêt. Donc un bilan assez mauvais pour l'utilisateur classique, on n'a plus l'attrait qu'on avait sur l'overclocking il y a quelques années malheureusement. Mais pourquoi l'overclocking c'était plus attrayant il y a quelques temps maintenant? Eh bien tout simplement parce que les CPU avaient plus de marge au niveau de la fréquence. Si on prend un processeur qui n'est pas si vieux que ça, un Intel i5 6600K, processeur Skylake qui est sorti fin 2015. Et bien avec ce processeur, on pouvait facilement monter sur des fréquences de 4,5 à 4,6 GHz, alors que la fréquence de base Boost était elle à 3,9 GHz. Ce qui fait quand même une différence de 0,5 GHz à 0,7 GHz, ce qui est plutôt assez gros et qui va avoir des conséquences du coup sur les performances plus grosses que ce qu'on peut avoir nous dans nos résultats. On avait même des cas aussi où on pouvait atteindre le 1 GHz de différence entre non overclocké et overclocké. Quelque chose qui va faire forcément de belles différences dans les tests. Mais de nos jours, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir les mêmes résultats en overclocking. Les fréquences de base vont de plus en plus loin, ils poussent de plus en plus près de cette limite de stabilité. On se retrouve du coup avec des augmentations de fréquences qui sont beaucoup moins impressionnantes. Par exemple, sur notre 5600X, on prend seulement 100 MHz par rapport au boost. 3600X, c'est 400 MHz. Le 10850K a plus 300 MHz. Et le 11900K a quant à lui plus 200 MHz par rapport au boost all-core. Ce qui fait que même si on a un gain dans certains scénarios, le peu de fréquences supplémentaires qu'on en prend, eh ben, ça fait que les performances cassent pas non plus la baraque. Et avec l'arrivée des technologies de boost toujours plus efficaces que ce soit chez Intel ou AMD, eh ben, la marge de performance est de plus en plus fine entre un CPU non overclocké et un CPU overclocké. En tout cas dans un overclock classique pour une utilisation de tous les jours. Ce qui, je le rappelle quand même, est très relatif à ce que vous faites sur votre PC et les logiciels que vous utilisez. Mais néanmoins, si jamais vous êtes un grand fan de hardware ou que vous aimez un peu pimper votre électronique, eh ben, l'overclocking, ça reste quand même un plaisir. Et aussi le défi d'avoir les meilleures fréquences avec le moins de tension possible. Aujourd'hui, pour moi, l'overclocking sur CPU récents a plus vocation récréative pour le commun des mortels que vraiment une nécessité pour avoir toute la performance de son CPU à disposition. Au contraire d'avant où c'était beaucoup plus rentable. Et si jamais vous décidez d'overclocker votre CPU parce que vous en avez besoin ou que vous avez envie d'apprendre, eh bien n'y allez pas seul et surtout pas la tête baissée. Vous appelez pas Lévi à ce que je sache, non? L'overclocking n'est pas bien dangereux en soi pour vos composants. Aujourd'hui, on a beaucoup de protections qui nous permettent
permettre d'éviter de cramer notre CPU, notre GPU ou quoi que ce soit. Mais par contre, ce qui peut se passer, c'est que vous ayez des blue screens à répétition, des boot loops et des choses qui peuvent faire très peur pour quelqu'un qui connaît pas vraiment cette chose-là. J'ai cramé mon PC, j'ai trop dû overclocker mon CPU à du griller, ma carte mère a pas dû supporter la tension. Enfin bref, vous avez pensé que vous avez complètement pété votre ordi. Et c'est ce que vous pourriez vous dire, et à juste titre, si jamais vous n'êtes pas suffisamment renseigné. Alors qu'il y a un petit moyen assez rapide de régler tout ça. Et je vous le dirai pas parce qu'il va falloir que vous appreniez. Pour moi, avant de vous lancer correctement dans un overclocking qui passe par le BIOS, il va falloir répondre à ces questions-là et avoir fait les choses suivantes. Savoir quelles sont les pannes récurrentes liées à l'overclocking et comment les réparer. Savoir quelle méthodologie utiliser pour atteindre la meilleure fréquence possible à partir d'une tension donnée. Et ça sans rentrer des valeurs au pif et de manière suffisamment safe. Et enfin, pratiquer sur des logiciels tels que Intel Extreme Tuner Utility ou AMD Ryzen Master. C'est des logiciels qui vous permettent de faire de l'overclocking sans changer de paramètres dans le BIOS. Ce qui donc, en cas de blue screen, de valeurs trop gourmandes, etc., des choses comme ça, vous permettra de rebooter sereinement votre PC avec la configuration normale. Et pour acquérir du coup ces compétences de base, n'hésitez pas à aller sur des forums, Discord, choses comme ça, ou même sur notre propre Discord partenaire que vous trouverez dans la description pour poser les différentes questions, que des gens vous mènent à des ressources qui correspondent à ça, ou même que vous accompagnent dans votre démarche d'overclocking. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos de Boltzoid avec Actually Hardcore Overclocking, où les vidéos durent une plombe, c'est clair, mais il y a une quantité de savoir distillé dans chaque vidéo qui est assez importante. Donc si jamais vous avez le temps, n'hésitez pas à en regarder une ou deux sur des sujets qui vous intéressent. Et tant que vous n'avez pas répondu à tous les critères cités auparavant, n'allez pas dans votre BIOS changer le multiplicateur ou encore les valeurs de voltage sans vraiment savoir ce que vous faites. Continuez d'apprendre et de pratiquer dans un cadre safe avant de vous lancer dans ce genre de pratique. Bon, ce sera tout pour moi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque là. J'espère que vous avez pu en tirer 2-3 trucs sympas. Prenez soin de vous. Ciao!